Bra, on va être parti. Hell yeah, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Le clap, voici le clap, attention vous êtes prêts. Bonjour, depuis septembre 2017 je suis officiellement en première année de thèse pour préparer mon doctorat de mathématiques. Donc à la base je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon sujet de thèse. Et puis j'ai jeté un œil à mon contrat doctoral. Le doctorant contractuel s'engage à considérer comme strictement confidentiel et à ne pas divulguer ni publier de quelque façon que ce soit les informations de toute nature communiquées par tout moyen dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat. Du coup j'ai un petit peu peur d'aborder le sujet. Pourtant, si on tape PhD sur YouTube, qui est l'acronyme anglo-saxon du doctorat, on tombe sur une pléthore de vlogs PhD, genre une semaine dans la peau d'un thésard, où on a des étudiants qui nous exposent les grandes lignes de leur sujet et qui vont même jusqu'à amener des caméras embarquées dans leurs locaux pour faire vivre à leur audience une expérience de recherche en immersion totale. Du coup, tous ces vlogueurs, ils sont techniquement hors la loi ou... On fait un vlog PhD avec Momo, ça tourne mal, je me fais swatter en pleine vidéo par le GIGN. Un like égale 1 € pour payer ma caution. Bon après quand on ne fait que décrire globalement le domaine dans lequel on travaille et pourquoi les problématiques sont intéressantes sans rentrer dans les détails de ce qu'on fait spécifiquement ou des publications qui sont en préparation, je pense que ça passe. Je veux dire, il n'y a aucune information confidentielle ou capitale en jeu, c'est de l'ordre de la vulgarisation scientifique. Je veux dire, ça m'arrive tout le temps de devoir expliquer à quelqu'un en quoi consiste mon sujet de thèse et c'est pas genre... Et du coup, ça consiste en quoi ton sujet de thèse? Alors en fait, je prends des équations de la physique des gaz, je rajoute des termes aléatoires et puis j'essaie d'étudier le comportement à grande échelle. D'accord, ok. Voilà. Je veux dire, ces mecs qui font des vlogs sur leur thèse, pour la plupart ils sont en biologie, en chimie ou en physique appliquée, donc à la rigueur, ouais, il y a sûrement des expériences qui sont réalisées, des études qui sont menées, là pour le coup faut peut-être pas trop en montrer et faire attention à ce que tu racontes. Mais en maths, déjà dans les locaux, à part autour de la machine à café, il n'y a pas beaucoup de manipulations qui sont réalisées. Et puis pour ce qui est de la théorie, quel que soit le domaine, c'est de toute façon impossible de restituer la teneur des travaux de recherche qu'on peut faire dans une vidéo destinée à tous les publics. Et puis entre nous, ça m'étonnerait franchement que la Corée du Nord fasse de l'espionnage industriel au travers de vidéos YouTube de 10 minutes. 그래서 그 연구가 진행되고 있으니까. Oui, ça va, ouais, tranquillement. Alors le cercle, ça ressemble à ça à peu près. C'est rond quoi en fait, hein, c'est surtout ça. De toute façon, je crois pas qu'ils aient YouTube en Corée du Nord. Scheiße. On sait pas pourquoi ils parlent allemand d'un coup. Scheiße. Bon, finalement, comme je tiens à rester dans un cadre strictement légal, après concertation avec mon avocat, j'ai décidé de vous parler d'un sujet mathématique arbitraire, voilà, complètement décorrélé de mon sujet de thèse. A priori, ça n'a rien à voir du tout. Voilà, on sait pas. Devant un jury, ça passe, tu penses? Les équations cinétiques sont une classe d'équations aux dérivées partielles, utilisées principalement en physique statistique pour modéliser l'évolution de la distribution d'un système au cours du temps. Elles sont typiquement utilisées en physique des gaz pour décrire l'évolution des particules d'un gaz ou d'un fluide dans une chambre soumis à certaines forces extérieures. On les retrouve aussi en physique des plasmas, qui est en gros un état de la matière très désordonné où les particules chargées qui constituent les atomes se détachent et se baladent un petit peu indépendamment, et on cherche alors à décrire la distribution de ces particules chargées au cours du temps. Enfin, les équations cinétiques interviennent également en théorie du transfert radiatif, où on s'intéresse à la propagation d'un rayonnement dans un milieu et ses conséquences, ce qui se ramène essentiellement à l'étude des photons, donc les particules de lumière, et de leur interaction avec les particules de matière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a là trois cadres différents, trois domaines de la physique assez distincts où on s'intéresse à des phénomènes et à des quantités qui sont différentes, mais ces trois domaines peuvent être mis en parallèle et en analogie au travers des équations cinétiques. Dans tous les cas, en fait, on cherche à décrire l'évolution statistique d'un système de particules en interaction au cours du temps. Donc ce sera des molécules pour la physique des gaz, des particules chargées pour la physique des plasmas ou des photons pour la théorie du transfert radiatif. Une équation cinétique sous sa forme la plus épurée ressemble à ça. On appelle ça en général une équation de Boltzmann, en référence à Ludwig Boltzmann, le petit père de la physique statistique, qui l'a introduite justement le premier pour décrire l'évolution d'un gaz. Décrivons rapidement les objets qui interviennent dans cette équation. F est une quantité qui dépend de trois variables, le temps t, la position x et la vitesse v.
f de t, de x et de v s'interprète comme la probabilité de trouver autant t une particule à la position x qui admet la vitesse v. En écrivant une équation évolutive portant sur f, on décrit non pas le devenir individuel de chacune des particules du fluide, mais plutôt l'évolution statistique globale du fluide, la distribution probabiliste des particules dans le fluide au cours du temps. On distingue plusieurs termes dans cette équation. Le df sur dt, c'est la dérivée de f par rapport au temps. Donc ça signifie juste qu'on est en train de décrire la manière dont f varie au cours du temps à un instant donné. Ensuite, on a ce terme dit de transport, v scalaire gradient xf, qui représente simplement le fait qu'une particule ayant la vitesse v est transportée naturellement le long de ce vecteur vitesse. Le troisième terme représente l'action des forces extérieures auxquelles est soumis le système. Donc grand F, c'est le champ de force agissant sur le système. Donc dans le cadre d'un fluide, ce sera par exemple la gravité ou l'accélération de la pièce dans laquelle est enfermé le fluide. Et dans le cadre d'un plasma, on y mettra plutôt les forces découlant du champ électromagnétique ambiant. Et enfin, le second membre, c'est-à-dire le terme de l'autre côté de l'égalité, représente l'interaction entre les particules, c'est-à-dire qu'il décrit la manière dont sont modélisées les collisions entre les particules du fluide. Voilà, maintenant qu'on a ce modèle établi et qu'on l'a un petit peu déconstruit pour comprendre à quoi correspondent les termes, ce qu'on peut faire d'intéressant, c'est lui ajouter une perturbation aléatoire. On peut par exemple rajouter un petit bruit aléatoire dans le terme d'interaction pour modéliser simplement le fait que les collisions entre les particules ne sont pas connues ou décrites avec beaucoup de précision. Ou alors on peut rajouter un terme de force aléatoire pour modéliser par exemple des particules d'un fluide évoluant dans un milieu qui est agité de manière aléatoire. On peut penser par exemple à des petites particules d'eau évoluant dans l'air. Et puis, une fois qu'on a ajouté ces perturbations aléatoires au niveau des particules, à un niveau local, microscopique, on peut vouloir s'intéresser au comportement du gaz à grande échelle de temps et à grande échelle d'espace, à un niveau macroscopique. Donc on fait ce qu'on appelle un rescaling, un changement d'échelle en temps et ou en espace. Donc tout se passe comme si on avait notre modèle et puis on dézoomait de plus en plus, on regardait le problème de plus en plus loin et à grande échelle de temps. Donc on a cette espèce de passage à la limite. Et puis on essaye d'identifier la nouvelle équation qui est satisfaite par le système à l'issue de ce changement d'échelle. En résumé, donc, on introduit une perturbation aléatoire dans l'équation au niveau microscopique à petite échelle de temps, et puis on essaie de voir comment elle se propage et comment cet aléatoire va influer sur le système au niveau macroscopique à grande échelle de temps. L'équation qu'on s'attend à voir à la limite, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle stochastique, qui est une généralisation de la notion d'équation différentielle à un cadre aléatoire. Dans une telle équation, on a un terme de drift, de dérive, qui est essentiellement déterministe. En fait, c'est ce qu'on aurait obtenu si on n'avait pas ajouté de terme aléatoire à la base. Et puis, tout l'aléa est concentré dans ce terme de diffusion, qui décrit la manière dont la solution va se diffuser, se propager aléatoirement autour du terme de dérive en suivant une espèce de marche aléatoire continue. Yeah! Voilà pour ce qui est de cet exposé sur un sujet arbitraire. J'avais jamais entendu parler des vlogs de thèse avant de taper ça sur YouTube, mais je trouve que c'est un concept assez intéressant, c'est du contenu original qui change un peu des vlogs classiques. Donc bah voilà, je me dis que peut-être que je vais m'y essayer à l'avenir. Ça ressemblera peut-être un peu à ma vidéo que j'ai sortie il y a un moment, une semaine de problèmes. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous intéresser. Astuce de youtubeur pour avoir des commentaires, être référencé, mais J'espère que j'ai su rester intéressant et un minimum compréhensible. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le pouce bleu, le partage, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Hell yeah boy!